French or in English? Okay. Bonjour à tous. En fait, on m'a demandé de présenter en français. Je vais le faire en français. Petite leçon, ouais, pourquoi pas. Donc, le cas que je vais vous présenter cet après-midi était le cas d'un patient de 81 ans qui a été admis en fait en urgence à l'hôpital cantonal à Genève pour un œdème aigu du poumon. Ce patient était assez peu médicalisé, ça arrive à Genève malgré le nombre de cardiologues. Et en fait, il se plaignait déjà depuis quelque temps d'une dyspnée à l'effort. À l'examen clinique en urgence, on constate qu'il a un pouls irrégulier avec une réponse ventriculaire rapide à 160 battements par minute, une tension artérielle à 96 sur 60 mm de mercure, et on écoute clairement un souffle au foyer aortique 2/3/6 suspect, et il a également des signes d'insuffisance cardiaque, évidemment. L'ECG confirme la suspicion de fibrillation auriculaire avec la réponse ventriculaire rapide. On voit aussi un QRS rapide avec un aspect de bloc de branche droit. Et le BNP qui sera fait rapidement sera également élevé à plus de 1000. Quelques jours plus tard, une fois que le patient est compensé et revenu en rythme sinusal, on a une échocardiographie de qualité acceptable qui montre une fraction d'éjection normale avec des parois hypertrophiques à 1,3 cm. On constate que la valve aortique est calcifiée avec une ouverture diminuée. Et on voit également que la vitesse maximale est à 3,8 mètres par seconde. Le gradient moyen à 35 mm de mercure, ce qui fait une surface calculée à 0,94 cm², sachant qu'on a mesuré à plusieurs reprises la chambre de chasse, qui est petite, à 19 mm. Si on regarde la surface indexée, elle est à 0,45 cm par mètre carré. Il n'a pas de signe d'hypertension artérielle pulmonaire et il n'a pas d'atteinte d'autres valves. Si on regarde brièvement les considérations pour parler de sténose aortique sévère selon les guidelines, on voit que normalement on doit avoir une vitesse supérieure à 4 mètres par seconde, un gradient moyen supérieur à 40 mm de mercure chez des patients avec un débit cardiaque normal ou un flux transvalvulaire normal. Chez notre patient, on n'arrive juste pas à ces valeurs. On voit par contre que la surface valvulaire remplit les critères en étant juste inférieur à 1 cm², mais si on avait peut-être un LVOT discrètement plus élevé, on arriverait cette fois à 1 cm². Par contre, en valeur indexée, on a clairement une valeur significativement sévère. Donc peut-être juste 3 questions que j'aimerais poser. D'abord, est-ce que les symptômes sont totalement liés à la sténose aortique ou est-ce qu'il y a une forte contribution de la fibrillation auriculaire? Et si je peux me permettre de poser la question à la salle, peut-être juste en levant les mains, qui pense que la sténose aortique est clairement sévère? Donc finalement, pas beaucoup de monde. Est-ce que vous iriez à une évaluation invasive de cette sténose aortique? OK. Donc si on considère les guidelines de nouveau, on voit qu'on ne devrait pas effectuer d'évaluation invasive de manière routinière. Par contre, elle reste justifiée si on a une évaluation non invasive qui est limite, non conclusive, ou qui est discordante avec les trouvailles cliniques ou le tableau clinique. Il est vrai que ceux qui sont contre l'approche invasive pour évaluer une sténose aortique vont souvent faire référence à ce papier du Lancet, qui était une étude prospective, randomisée, qui avait montré avec un suivi IRM que quand on cathétérisait des sténoses aortiques de manière rétrograde, on avait 22% de nouvelles images à l'IRM 48 heures après le cathétérisme, ce qui n'était pas le cas en faisant simplement une coronarographie. Mais je suis d'accord avec la majorité de la salle qui pensait que cette sténose aortique était difficile à évaluer. Donc on a fait une évaluation invasive où on voit que l'index cardiaque est diminué à 1,53 litres par minute par mètre carré. Et là, on a un gradient qui n'est pas de 35 comme à l'écho, mais de 60 mm de mercure, et une surface, cette fois, qui est clairement sévère à 0,5 cm². Donc ici, on se trouve dans une classe 1 pour l'indication à un remplacement valvulaire de cette sténose aortique chez un patient symptomatique avec une sténose aortique qui remplit les critères de sévérité.
On poursuit le bilan, on effectue une coronarographie qui montre une lésion significative de l'IVA moyenne. On était passé par voie radiale pour cette coronarographie parce qu'en fait, il y avait eu un échec en bas, par la voie fémorale. On voit qu'on a des axes iliofémoraux extrêmement tortueux avec carrément un 180 degrés. Et puis on a une trouvaille. Vous voyez ici qu'on découvre que le patient a un ballon de football en fait, au niveau de l'abdomen. C'est un anévrisme extrêmement calcifié et extrêmement grand, de 9 cm de diamètre au niveau abdominal. Ici, les images du CT scan. Malheureusement, cet anévrisme prend les artères rénales, donc ce n'est pas une bonne indication pour une approche endovasculaire. Maintenant, si on regarde le risque de ce patient et qu'on prend en compte les scores habituels, le STS score qui est mesuré à 4,2%. Si on considérait juste la valve aortique, il aurait été 3,8%, donc pas très élevé. L'Euroscore 2 à 4,7%, Logistic Euroscore à 17%. Mais en fait, tous ces scores ne considèrent pas cet anévrisme de l'aorte abdominale. Et l'on voit aussi dans cette table que si on fait juste un remplacement valvulaire aortique ou si on fait un remplacement valvulaire aortique plus pontage, on va augmenter le risque opératoire de plus 0,8% à 3,2% en fonction des différentes banques de données qu'on utilise. Donc si on regarde l'évaluation de la fragilité du patient, le Frailty Assessment, que l'on fait chez tous nos patients de plus de 80 ans ou patients à haut risque chirurgicaux, on voit que le Gait Speed Test, qui est donc la mesure du temps nécessaire pour parcourir 5 mètres, et on sait que si on fait plus que 6 secondes, le risque opératoire va être augmenté. On voit ici qu'il est considéré comme lent à 6,6 secondes. On l'a fait à 3 reprises et c'est une moyenne. L'albumine est également abaissé. Il a perdu du poids ces derniers temps. En revanche, la force, le grip strength est normal. Il n'a pas chuté, il n'a pas de difficulté de mobilisation. Et il a un mini mental state qui est excellent à 29 sur 30. Donc si on résume ce cas, on a une sténose aortique finalement sévère et symptomatique. On a une sténose significative de l'IVA. Et puis on a un volumineux anévrisme de l'aorte abdominale qui n'est pas candidat pour une approche endovasculaire. Alors, deuxième question, comment allons-nous traiter ce patient? Est-ce qu'on fait une approche chirurgicale de la valve aortique plus un pontage sur l'IVA? Est-ce qu'on fait une angioplastie plutôt avec un bare metal stent sur l'IVA, puis un TAVI, évidemment pas par voie transfémorale vu les axes, mais transapical, direct aortique, sous-clavière, ou si on est en France, peut-être par voie carotidienne. Ou alors on se dit, pas de traitement parce que ce patient a trop de maladies, et puis on va coûter très cher à la société. Je ne sais pas si on pourrait demander si quelqu'un prendrait l'option 1. A priori, une personne ou deux. L'option 2, un petit peu plus populaire. L'option 3, d'accord. Maintenant, si on décide donc de prendre l'option, enfin, on décide de traiter cet anévrisme, cette valve aortique et cette IVA, quand est-ce qu'on va traiter l'anévrisme? Avant ou après? Nous, après discussion multidisciplinaire, on a pris l'option de faire une angioplastie de l'IVA, suivie une semaine plus tard du TAVI, et ensuite prise en charge chirurgicale à ventre ouvert de l'anévrisme abdominal. Donc, traitement de l'IVA avec un stent nu, par voie radiale. Et ici, vous voyez la procédure sous-clavière. On a introduit l'introducteur 18 French au niveau de la sous-clavière. Tout ça se passe en anesthésie générale, avec une incision faite par le chirurgien, et on l'insère de manière commune au niveau de la sous-clavière. On descend jusqu'à l'aorte ascendante. Vous voyez par la suite une valvuloplastie au ballon.
Et finalement, le déploiement de la valve core valve, on a pris une valve 29. Vous voyez que l'aorte est relativement horizontale, ce qui rend le déploiement pas forcément très aisé. Et on a le résultat final ici avec un petit peu de régurgitation, mais à l'échocardiographie qui sera considérée comme grade 1. Et une excellente hémodynamique post-intervention. Donc, ici, le patient, 1 heure après l'intervention aux soins intensifs. Et quelques jours plus tard, vous constatez qu'il y a une seconde cicatrice, parce qu'il avait un bloc de branche droit, je vous rappelle, au départ. Et donc, dans cette configuration-là, c'est extrêmement fréquent d'avoir besoin d'un pacemaker, puisqu'on a un risque de bloc de branche gauche en mettant la valve. Et ici, on a eu un bloc AV complet. Certains préconisent même de mettre presque prophylactiquement un pacemaker lors de la mise en évidence d'un bloc de branche droit avant un TAVI. On a une régurgitation paravalvulaire aortique de grade 1 et pas d'autres complications. Donc à 6 semaines, comme prévu, le patient a pu avoir, par le chirurgien cardiovasculaire, la réparation de son anévrisme de l'aorte abdominale, qui était extrêmement calcifié et qui comprimait en fait le duodénum. La dissection au niveau du duodénum a été particulièrement difficile pour le chirurgien et en fait on aurait pu craindre par la suite une fistulisation comme c'est parfois décrit. Et après 10 jours d'hospitalisation supplémentaire, le patient est finalement rentré à domicile. Donc avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais juste dire qu'on a affaire à des patients de plus en plus complexes et que le Heart Team Approach est essentiel. Ici, on a beaucoup discuté. Et les scores de risque, comme on a pu les voir chez ce patient, étaient plutôt bas et sont loin d'être optimaux pour évaluer ces patients aussi complexes. Merci pour votre attention. Voilà, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant l'approche genevoise? Je pense qu'au niveau de la séquence à Berne, on aurait certainement suivi la même option. Les opérations cardiaques, interventionnelles ou chirurgicales en premier, suivies de la cure de l'anévrisme, certainement préférable. La question qu'il se pose, est-ce qu'on aurait pu opérer ce patient? Le risque était relativement étroit. Je pense que une intervention cardiaque chirurgicale aurait été possible avec un risque peut-être même inférieur à la cure de l'anévrisme. Si l'anévrisme montait jusqu'aux artères rénales, ils ont probablement clampé l'aorte en dessus des reins. Donc c'est une cure d'anévrisme relativement complexe avec une perte potentielle de sang plus importante que lors d'une intervention chirurgicale cardiaque. La seule chose que je voulais peut-être, pas corriger, mais compléter, de faire un pontage unique sur l'IVA si vous faites un remplacement valvulaire aortique, je ne pense pas que ça fait augmenter le risque opératoire de 0,8 à 3,2%. Si c'est une révascularisation tritronculaire, éventuellement une augmentation du risque, mais un pontage sur l'IVA, c'est 10 minutes de plus qu'un remplacement valvulaire aortique. Je ne pense pas qu'on peut attendre une augmentation significative du risque par un geste supplémentaire pour un pontage. Je pense que l'approche, elle est acceptable. On l'aurait discuté chez nous, je pense qu'il y aurait eu le pour et le contre. Comme le patient était avant une grande chirurgie abdominale, pour lui économiser une deuxième cicatrice et finalement une deuxième opération dans une cavité supplémentaire et une grosse cicatrice finalement thoraco-abdominale, je pense que c'est certainement une option qui était valable. Est-ce qu'il y a d'autres opinions, Thomas? Peut-être dans le même contexte, pourquoi vous avez fait le stenting une semaine avant? On pourrait le faire en même temps, non? Est-ce que vous pensez que le risque serait augmenté si on le fait en même temps? Le TAVI et le stenting de l'IVA? Nous, on préfère les faire en façon séquentielle. On ne sait jamais ce qui se passe pendant le TAVI. On peut avoir une hypotension, on peut avoir un problème vasculaire qui fait qu'on va mettre de la protamine, on va avoir des petits soucis hémodynamiques. Donc, on dirait que si le stent est là depuis 2 semaines, il n'est pas encore endothélialisé non plus et que le risque de thrombose existe quand même. Mais ça sépare en deux. C'est vrai qu'il y a des centres qui le font en même temps. Ouais.
Il n'y a pas de date, évidemment. Non, c'est vrai que ce n'était pas un stenting complexe. Ça aurait pu être envisageable de le faire en une fois. Mais par principe, on a tendance à le faire en 2 fois. Maybe we can invite the other members of the panel to join us here on the podium. So while we're waiting for additional questions. Peut-être une question, la dimension de l'aorte ascendante. J'avais l'impression à l'angiographie que l'aorte ascendante était légèrement ou peut-être même moyennement dilatée. Ou est-ce que c'était une fausse impression? Ouais, c'est probablement l'agrandissement utilisé parce que elle était de taille normale. Scanner, on a fait un scanner pour mesurer notre anneau et elle était de taille normale. Et la question finalement, un abord sous clavier nécessite aussi une certaine préparation chirurgicale. Vous avez un léger risque de blesser le plexus, par exemple, s'il y a un problème de ponction ou de saignement. Pourquoi ne pas avoir choisi une approche transapicale? Puisqu'il fallait de toute façon une narcose pour l'approche. L'approche transapicale est quand même plus facile. Vous avez dû passer quand même à travers cette aorte qui était relativement horizontale, comme vous l'avez dit. Par voie transapicale, la cicatrice est la même et l'accès me semble en tout cas plus rectiligne. C'est vrai que le patient avait une fraction d'éjection normale, donc on ne peut pas utiliser ça comme argument pour dire que c'est plus délicat de faire un transapical. Là, je pense que c'est plutôt quelque chose de loco-régional, propre au Heart Team, qui fait qu'on est plus en faveur de l'approche sous-clavière chez nous que de l'approche transapicale. Dr. Alfieri is joining us, and I'm sure you got the case in French, which is a Latin language. So what do you think about this approach, and how do you handle this in Milano? You know, I entirely agree. I think was a very good approach, and certainly this patient could have been operated conventionally as well on the heart. But if you consider the other operation that had to be done, and was a very big aneurysm of 9 centimeters, certainly was wise to shorten the period between the first procedure and the second one. So I think that if you had before a conventional operation, probably the time to recover and so was much longer. So I entirely agree this was a very good approach. You know, why don't you join us as well? I mean, maybe we can discuss a few issues also related to the guidelines that you presented. And one issue that we often have in practice, in everyday life, is when to select the right moment. For instance, let's start with mitral regurg. When you have a mitral regurgitation that is medium to severe, you're not quite sure, patient may have symptoms a little bit, maybe he doesn't move so much. When do you decide to go for operation? When I'm uncertain what to do. Yes. Then I. Microphone, please. Then I go on for a dynamic stress echo. In early times we did the right heart catheterization, but I think that we don't need that anymore. We can do all measurements with dynamic exercise. So what is your criterion that would make you inclined to send it to the surgeon? Yeah, if I have an pulmonary systolic pressure that goes over 60, then I will proceed to the surgeon. Dr. Alfieri, you're the master of the mitral valve, so how do you handle this situation? Patient has mild or maybe even hardly symptoms, medium to severe MR. When do you select the right moment? Do you wait until he has really marked symptoms, or do you decide to operate at an earlier phase? What is your decision? Yeah, the attitude, of course, has to be. We have to take into consideration the likelihood of a good durable repair, and if that is possible, and if we are confident with a good repair, we tend to be a little bit early in the procedure, and we tend now, and about 50% of our patients are operated in asymptomatic stage, before symptoms, before left atrial enlargement, because also this is very important, before
left ventricular dysfunction. Of course, it's not so easy to detect early dysfunction, but this is also very important before pulmonary hypertension and before arrhythmias. Then you can really neutralize the disease. In other words, you can offer the patient exactly the same life expectancy, life quality that the normal population. Right. And I think that in a degenerative disease, that should be the goal. We really have to aim to give the patient a normal life expectancy with a good quality and good duration of life. Yes, and for that, of course, obviously, we shouldn't be too late, because then, as we discussed previously with Thierry, you might have patients that really go worse after the operation. Now, there are other clinical parameters, Dr. Noble, like BNP that can be done in general practice dans les médecins installés. BNP, is this something that helps you if it's normal or if it's elevated? What is your thought about this? BNP, brain natriuretic peptide. BNP, pro-BNP, natural peptides. Dr. Noble? Oh, yes, yes, is that, yeah, we don't use that very much up to now, but certainly that, if you look at the guidelines, should be considered indication 2B. So may be considered, but it's not really something that is determining our approach at the moment. The evidence, obviously the evidence level is not insufficient yet. Mm-hmm. Michel has a strict opinion on that. Why don't you? Oh, we don't use BNP for decision making, because we can have high parameters in normal patients and very low. As I told you, in my case, really severe mitral insufficiency and a little bit of elevated BNP. So we don't rely on the BNP. Right, right. Okay, Thierry, how do you handle mitral regurgitation in Bern? I think we really try to stick to the indication, but as you said, one of the major problems is some younger patient, especially a younger patient, may have severe regurgitation and remain quite a long time asymptomatic. Yeah. And the question there is really the threshold of the cardiologist will be, if he knows that the incidence of repair will be very high, he will be probably in favor of earlier operation. And this brings me to the fact that nowadays we are really arguing with subjective numbers if we are able or not to repair the valve. Some institutions may have a higher incidence of repair, others a little bit lower. I had the opportunity to review recently a paper which has not been published, but it will be published, I'm sure, from the group of Leipzig. They looked at around 7,000 mitral valve repair, so a huge number, and they tried to describe a score of predictability of mitral repair. They looked after about 25 different factors, and they were able to identify 11 where you can really calculate odds ratio, add them, and you can say mitral reconstruction will be 60, 70, or 85%, of course, in experienced hands. But Leipzig is also a teaching institution, so they have also younger surgeons, of course, they are supervised, and this will perhaps help us if this score can be validated and compared and used in other institutions to really give the cardiologist a good and an objective answer, which is really realistic. Because now if you say, okay, 100%, 90%, it might be 80 or 75, you know, it's really difficult sometimes. And sometimes you discover, this is disappearing, but you discover additional lesion during repair. So an anterior prolapse, which was a little bit underestimated, you repair the posterior leaflet, and at the end you see the anterior prolapse coming up, and you are surprised during the surgery, so you have to modify your approach. So I'm really in favor, and I hope that this kind of scoring system will help us to give more precise results. Are you are not very convinced, Ottavio, or is it difficult? You know, the problem with this scores are really valid in that institution. Yeah, of course. It's of course very difficult to transfer all those data to other institutions, because of course this is very local, and then
of course can give some indication, but it's quite difficult to extrapolate these data and to make them valid for everybody around. Of course, but you could also, of course, modify this scoring system for your own institution and be realistic and say, okay, in our hands, this is the kind of situation where our reconstruction rate is not that high as in the biggest center, for instance. No, it's certainly preferable than say, okay, to take over. 90% or so, certainly. Yeah, but I agree, with young patients, you want to be sure that you can get a good result. That would really make things much more easy. Are there any questions from the floor related to mitral regurgitation? And yes? In any language, except Chinese. Eine kleine Frage für Herr Zuber. Die Mitral-Clips, die wurden eher getestet bei alten Patienten mit schlechter Pumpfunktion und die auch nicht so aktiv sind. Und glauben Sie nicht, wenn man das häufiger bei jungen Patienten brauchen wird, die viel aktiver sind, die ein Ventrikel haben, der viel mehr Druck produzieren kann, besonders so Druckunterschiede stärker produzieren kann, dass man häufiger dann sehen wird, dass diese Clips einfach dann reißen, oder? Ja, das ist eine gute Frage. Wer will antworten? Michel? Das ist einfach zu beantworten. Wir haben keine Evidenz und wenn wir das nicht machen, werden wir sie auch nie haben. Aber wir haben einige postmortale Daten, die zeigen, dass nach einer Weile das ziemlich fibrosiert ist und wahrscheinlich dann eher hält. Vielleicht muss man dann den jungen Patienten empfehlen, dass sie für ein paar Monate die sportlichen Aktivitäten etwas runterschrauben. Ja, wir können einfach die aktuellen Daten sehen, 4 Jahres Follow-up. Es ist ein einziger Clip, ist wirklich weggegangen und das war bei einer bei einer Endokarditis. Und dieser Clip ist in die Nierenarterie reingegangen und dort hat er sich eingewachsen, man hat das nicht weggenommen. Und sonst gibt es einfach nur diese Partial Detachments. Ja. Aber man hat keine Daten über Sportler und so, weil die Indikation ist ganz klar und die habe ich auch gesagt. Genau. Euroscore High. Eigentlich im Euro-Team, im Heart-Team besprochen, dass es von den Chirurgen nicht akzeptiert wird. Ja, und ich denke schon, wir müssen jetzt Evidenz haben, wenn wir etwas Etabliertes wie die Rekonstruktion, vor allem in guten Zentren, die damit Erfahrung haben, nicht in Betracht ziehen, dann müssen wir jetzt Evidenz haben. Es läuft ja ein Trial, ein randomisierter Trial, den Piotr Ponikowski leitet, der eben das vergleicht mit einer konservativen Therapie. Und wir werden sehen, wie die Resultate sein werden. Die Randomisierung wird nicht ganz einfach sein und wir werden sehen, wie lange es braucht, bis wir Daten haben. Gibt es weitere Fragen? Yes, ja, bitte. Danke, Christoph Huber aus Bern. Ich bin Leiter des chirurgischen TAVI-Programms in Bern und ich möchte nochmal zum Fall von Herrn Zuber zurückkommen. Ich bin sehr erstaunt über diesen Fall und bin auch erstaunt über die große Akzeptanz bis auf Ottavio Alfieri auf dem Gremium vorne. Es ist keine Auswahlsendung und ich fürchte mich vor der Medizin, wenn der Patient plötzlich der prägende Faktor wird, der entscheidet, welche Therapie am besten für ihn ist. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, wir gehen da in eine falsche Richtung und genau das probieren wir im TAVI-Team zu neutralisieren, dass wir möglichst einen objektivierten Zugang haben zum Patienten, zum Risikoprofil, zum Alter, zum Frailty, das alles integrieren und dann mit einer Entscheidung zum Patienten treten und dann auch mit ihm gemeinsam herzchirurgisch, kardiologisch diskutieren. Das braucht viel Zeit und Engagement aller Mitglieder im Herzteam. Aber ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man sagt, ja, wir haben keine Daten über die Mitral-Clips in diesen Patienten, dann sind es nicht so Single-Cases, die diese Daten liefern werden. Die Daten können nur geliefert werden in randomisierten Studien wie Partner 2 oder SURTAVI für mittleres Risikoprofil beim TAVI-Patienten. Aber ich glaube, das ist für mich nicht, wie wir heutzutage uns bewegen sollten. Der Patient hat entschieden, er will das, ich mache das. Und ich hätte eigentlich mehr Unterstützung diesbezüglich von chirurgischer Seite, er war auf dem Board, aber ich möchte noch zu Ottavio Alfieri seine paar Informationen aufgreifen. Ich werde das auf Englisch sagen, damit er es auch versteht. I'm just going to swap to English now so you can understand what I'm saying, Ottavio. Regarding the mitral
clip case, mitral clip case, where I was, as a cardiac surgeon, very surprised about indication and the way the case was handled. And we know from your group about the Alfieri stitch, and we know from your group exactly what you said, that Alfieri stitch without annuloplasty in this patient is, well, has worse outcome than with annuloplasty. And this also neutralizes the mitral clip approach in that disease. Thank you. Dr. Alfieri, why don't you comment again? I mean, the question is, should we really insist when a patient, I mean, the question is twofold. One is, what is the right of the patient to select a procedure if he prefers it? Should we accept this, or should we be stricter and try to convince him? And the second argument he was also discussing was that there is not much evidence on the mitral clip, and which is certainly true. There is no randomized trial, and these procedures before they have a randomized trial are always a bit difficult to use and have to be used with caution. But let's first look at the first question. Should we really insist, and do you do this at your institution, if somebody is not suitable for a mitral clip or for a TAVI, but he wants it because he doesn't want an operation? What do you do? This is a very important question. We try hard to convince the patient that he should have an appropriate type of procedure, because when the procedure is not appropriate, is not good for him. Usually, you can convince the patient. If the patient is not convinced, we try to avoid to do inappropriate operations. Sometimes, you know, the procedure can be proposed maybe with a not ideal, and is a kind of off-label indication. And if you do not have other options, maybe you can push a little bit. For instance, patients with severe functional mitral regurgitation with a coaptation length which is not adequate and so on, then you can push a little bit because there is no option. And then you can go and for an off-label indication, but usually we try not to do it. But in fairness, one has to say that there are patients left that really don't want it, and that's a difficult thing to analyze. Very difficult. What would you suggest in those cases? Because this is going to be more and more, you know, the pressure. I mean, they're stubborn people. I mean, we know this, not just in medicine, but in other situations as well. Very good. Other questions from the floor? Well, if not, I think we all deserve a break. Thank you very much to all the panelists and to the speakers. And on behalf of Thierry Carrel, I'd like to close this session, and I wish you a nice evening. Thank you very much.